Tom parvient aux honneurs. Tom Canty, laissé seul dans le cabinet de travail du prince, mit aussitôt sa bonne fortune à profit. Il se pavana, se carra, prit 20 poses diverses devant la grande glace, admirant l'élégance de son costume et la richesse de ses bijoux, marchant fièrement, en avant, à droite, à gauche, à reculons, imitant les grands airs de distinction du prince, et étudiant amoureusement l'effet de chacun de ses mouvements. Ensuite il tira sa belle épée, la fit ployer, baisa la lame, la ramena gravement sur sa poitrine, en manière de salut, comme il avait vu faire, 5 ou 6 semaines auparavant, par un gentilhomme chargé de remettre aux mains du lieutenant de la tour Lord Norfolk et Lord Surrey, pour les conduire en captivité. Puis il joua avec la dague, ornée de joyaux, qui lui pendait sur la cuisse, il examina les précieuses tentures de l'appartement et les objets d'art qui en rehaussaient l'éclat, il essaya l'un après l'autre les fauteuils somptueux, et il souhaita que la population parquée dans Offalcourt pût regarder par les joints de la porte pour le contempler dans toute sa magnificence. Il se demanda si on le croirait bien quand il raconterait cette histoire merveilleuse, une fois rentré chez lui, ou si l'on se contenterait de hausser les épaules et de dire que les extravagances de son imagination lui avaient troublé la cervelle. Au bout d'une demi-heure il lui vint tout à coup à l'esprit que le prince était parti depuis longtemps, alors il commença à se sentir isolé, il tendit l'oreille, il tendit le cou, il laissa là les jolies choses qu'il avait sous les mains, il devint inquiet, impatient, alarmé. Si quelqu'un allait entrer, le surprendre, le trouver vêtu des habits du prince, sans que le prince fût là pour donner des explications. Ne le pendrait-on point sur le champ, quitte à ouvrir ensuite une enquête? Il avait entendu dire que les grands vont vite en besogne, quand ils ont affaire aux petits. Sa frayeur augmentait de minute en minute, il tremblait de tous ses membres. Doucement il ouvrit la porte qui menait à l'antichambre. Il était décidé à fuir, à chercher le prince, à l'appeler au secours pour se faire relâcher. Six magnifiques gentilshommes attachés au service du prince et 2 jeunes pages de haute lignée, beaux comme des papillons, bondirent sur leurs pieds et s'inclinèrent jusqu'à terre. Il recula brusquement de plusieurs pas et ferma la porte. Il se dit: ces gens-là se moquent de moi. Ils vont tout rapporter. Pourquoi suis-je venu ici sottement jouer ma vie?
Il arpenta le parquet, peureux, frissonnant, la mort dans l'âme, faisant le guet, tombant en arrêt au plus léger bruit. Tout à coup la porte s'ouvrit, et un page vêtu de soie annonça. Lady Jane Grey. Une jeune fille, douce et belle, et richement costumée, s'élança vers lui. Mais elle s'arrêta soudain, et avec un accent de frayeur. Ah, mon Dieu, qu'avez-vous, my lord, dit-elle. Tom était près de suffoquer, il rassembla tous ses efforts pour balbutier. Oh, ayez pitié de moi. Je ne suis pas lord, je ne suis que le pauvre Tom Candide au Falcourt dans la cité. Je vous en conjure, faites-moi voir le prince, qu'il me fasse la grâce de me rendre mes haillons, et de me laisser sortir d'ici sain et sauf. Oh, par pitié, sauvez-moi. Il s'était jeté à genoux, les yeux suppliants, les mains jointes, la prière sur les lèvres. La jeune fille eut un saisissement. Oh, my lord, s'exclama-t-elle, vous à genoux, et devant moi. Puis elle s'enfuit épouvantée. Tom, accablé, s'affaissa en murmurant. Ils vont venir et m'emmener, plus de remède, plus d'espoir. Tandis qu'il demeurait ainsi stupéfié, frappé de terreur, des rumeurs sinistres se répandaient dans le palais. Les chuchotements, car on ne faisait encore que chuchoter, se transmettaient, avec la rapidité de l'éclair, de domestique à domestique, de lord à lady, enfilaient les longs corridors, montaient d'étage en étage, pénétraient de salon en salon. Le prince est devenu fou. Le prince est devenu fou. Bientôt, dans tous les appartements, dans toutes les salles de marbre se formèrent des groupes étincelants de lords et de ladies, puis d'autres groupes brillants de gens de moindre condition, tous se parlant gravement à l'oreille, l'air vivement préoccupé. Tout à coup un splendide personnage s'approcha de ces groupes, et lut solennellement la proclamation suivante. Au nom du roi. Mandons et ordonnons à un chacun de ne point écouter les dires faux et insensés, sous peine de mort, ni les discuter, ni les porter au dehors, au nom du roi. Les chuchotements avaient cessé comme si les chuchoteurs eussent été subitement frappés de mutisme. Presque en même temps un sourd bourdonnement courut dans les corridors, le prince. Voici le prince.
Le pauvre Tom s'avança en traînant ses pas. Les groupes firent de profondes révérences, il essaya de s'incliner à son tour, en regardant timidement son étrange entourage, les yeux effarés, la physionomie triste et touchante. À ses côtés marchaient deux grands dignitaires. Il s'appuyait sur eux, près de défaillir. Derrière lui venaient les médecins de la cour et quelques gentilshommes. Tom se trouva quelques instants après dans un vaste appartement dont il entendit les portes se fermer. Autour de lui étaient rangés ceux qui l'avaient accompagné. Devant lui, à quelque distance, était couché un homme très grand et très gros, au visage large et bouffi, au regard dur et sévère. Il avait une grosse tête, des cheveux tout blancs, une barbe toute blanche qui encadrait sa figure. Son costume était riche, mais vieux, et légèrement usé par endroits. Une de ses jambes fortement enflées reposait sur un oreiller et était enveloppée de bandages. Il y eut un grand silence. Toutes les têtes étaient baissées, excepté celle de l'homme qui était couché. Ce malade, presque hors d'état de bouger, était le terrible Henri VIII. Un sourire avait éclairé son visage. Et quoi, dit-il, Mylord Édouard, mon prince, tu t'amuses à faire de tristes plaisanteries au roi, ton père, qui t'aime tant et qui est si bon pour toi. Le pauvre Tom écoutait et suivait ce discours autant que ses facultés anéanties le lui permettaient, mais quand les mots, le roi, ton père, frappèrent ses oreilles, il pâlit affreusement et tomba à genoux, comme s'il eût reçu un coup de feu. Le roi, s'écria-t-il, vous êtes le roi, alors je suis perdu. Cette exclamation parut abasourdir le redoutable monarque. Ses yeux se promenèrent vaguement sur tous les visages, puis ils s'arrêtèrent sur l'enfant, qui demeurait atterré devant lui. Enfin il dit avec un accent de profond désappointement. Et là, j'avais cru la rumeur exagérée, je crains qu'elle ne soit que trop fondée. Il poussa un grand soupir, et adoucissant sa voix. Viens, enfant, dit-il, viens auprès de ton père, tu n'es pas bien. Tom se releva avec l'aide des lords, puis il s'approcha du roi d'Angleterre, humble, embarrassé, tremblant. Le roi lui prit affectueusement la tête dans ses deux mains, il interrogea longuement, tendrement, cette pauvre physionomie bouleversée, comme pour y découvrir quelque indice d'un retour à la raison, puis il le serra avec effusion sur sa poitrine et lui passa les mains dans les cheveux, en le caressant.
Reconnais-tu ton père, enfant? Ah, ne me brise point le cœur. Me reconnais-tu, dis? Oui, vous êtes le roi, mon seigneur redouté, que Dieu préserve. Bien, bien, très bien, rassure-toi, ne tremble pas ainsi, personne ici ne te veut du mal, tout le monde ici te chérit. Tu vas mieux, ce mauvais rêve est passé, n'est-ce pas? Tu recouvres tes sens, tu reprends possession de toi-même, n'est-ce pas? Je vous supplie en grâce de me croire, j'ai dit toute la vérité, mon redouté Seigneur, je suis le plus vil, le plus bas de vos sujets, je ne suis qu'un pauvre, et c'est par malchance et par accident que je me trouve ici, quoiqu'il n'y ait rien de blâmable dans ma conduite. Je suis trop jeune pour mourir, et vous pouvez me sauver d'un mot. Oh, parlez, sire. Mourir. Ne prononce pas cette parole, prince chéri, ton pauvre cœur troublé a besoin de paix, tu ne mourras point. Tom s'était relevé d'un bond, et le visage illuminé de contentement, il se tourna vers les deux dignitaires. Dieu vous fasse merci, ô mon roi, et vous garde de longues années pour le bonheur de votre peuple. Tom se jeta à genoux avec un cri de désespoir, vous l'avez entendu, s'exclama-t-il. Je ne mourrai pas, le roi l'a dit. Personne ne bougea, tous les assistants s'étaient gravement inclinés avec respect, mais tous se taisaient. Tom hésita. Il était un peu confus. Il regarda anxieusement le roi et lui dit, puis-je m'en aller maintenant? T'en aller, sans doute, si tu le désires. Mais pourquoi ne pas rester un moment avec moi? Où veux-tu aller? Tom baissa les yeux et répondit humblement. Me serais-je mépris d'aventure? Je me croyais libre et je voulais m'en retourner au ruisseau où je suis né, où je croupis dans la misère, mais où je retrouverai ma mère et mes sœurs, tandis qu'ici, cette pompe. Ces splendeurs, auxquelles je ne suis pas accoutumé, ah, je vous en conjure, sire, laissez-moi partir. Le roi demeurait silencieux et pensif, son visage trahissait ses angoisses et sa perplexité. À la fin, il dit avec un accent qui laissait percer quelque espérance, peut-être n'y a-t-il de trouble dans son cerveau qu'à l'occasion de certains faits. Il est possible qu'il ait conservé sa lucidité pour tout le reste.
Dieu le veuille. Essayons. Alors il adressa à Tom une question en latin, et Tom répondit assez gauchement dans la même langue. Le roi était ravi et laissa éclater sa satisfaction, les lords et les médecins manifestèrent également leur joie. Ce n'est pas tout à fait correct, dit le roi, et sans doute on lui a appris mieux, mais cela prouve qu'il a l'esprit malade sans avoir perdu tout à fait la tête. Qu'en pensez-vous, docteur? Le médecin s'inclina profondément et répondit. Je suis absolument de votre avis, sire, et j'ai l'intime conviction que votre majesté a touché le mal du doigt. Le roi se montra heureux de cet encouragement qui venait d'une si grande autorité, et continua avec assurance. Suivez-moi bien, je vais compléter l'expérience. Il questionna Tom en français. Tom resta quoi, embarrassé sous les regards qui s'attachaient sur lui, puis il dit timidement. Que votre majesté me pardonne, je ne comprends pas cette langue. Le roi se laissa lourdement retomber en arrière. Les médecins coururent à lui, mais il les écarta de la main. Rassurez-vous, dit-il, ce n'est rien qu'une petite syncope. Soulevez-moi. Là, très bien, cela suffit. Viens ici, mon enfant, repose ta pauvre tête malade sur le cœur de ton père, et sois calme. Tu iras mieux bientôt, ce n'est qu'un accès, cela passera. Ne crains point, cela passera. Soutenez-moi. Là, bien. Ah, il est fou. Ensuite il se tourna vers l'assistance, ses traits avaient perdu leur expression de douceur, des éclairs sinistres commençaient à briller dans ses yeux. Écoutez, fit-il impérieusement, mon fils que voici est fou, mais ce n'est qu'une folie passagère. C'est l'excès des études qui en est cause, et peut-être aussi un peu trop d'assujettissement. Vous allez me jeter tous ces livres et me cesser ces leçons. Vous imaginerez des plaisirs, des distractions, des divertissements qui lui rendent la santé. Il se redressa autant qu'il put et il ajouta avec fermeté, il est fou, mais il est mon fils, il est l'héritier du trône. Fou ou non, il régnera. Écoutez encore, et que ceci soit proclamé, quiconque parlera de cette maladie agira contre la paix de mon royaume et portera sa tête sur l'échafaud.
qu'on me donne à boire, je brûle de soif, ce chagrin a miné mes forces. Tenez, enlevez cette coupe. Soutenez-moi, là, bien. Ah, il est fou. Eh bien, fût-il fou 100 000 fois plus, il est le prince de Galles et je suis le roi, et je le ferai voir. Ce matin même, il sera mis en possession de sa dignité de prince en due forme et suivant l'antique usage. Donnez immédiatement des ordres à cet effet, Mylord Hertford. Un des seigneurs s'agenouilla au pied de la couche royale et dit. Sa Majesté sait que le grand maréchal héréditaire du royaume est enfermé à la tour pour crime de haute trahison. Il ne serait pas convenable qu'un criminel de lèse-majesté. Silence, prononcer ce nom exécré, c'est me faire injure. Cet homme vivra donc toujours? Qui ose ici se mettre à la traverse de mes desseins, de ma volonté? Il faudrait sans doute que la cérémonie de l'inauguration fût retardée parce que l'on ne trouve plus, dans le royaume, un maréchal qui n'ait pas trahi, pour investir le prince de ses honneurs et de ses droits. Allez dire à mon parlement que j'attends de lui, avant le coucher du soleil, la condamnation de Norfolk, sinon je le rendrai responsable. Lord Hertford s'inclina. Il sera fait, dit-il, selon la volonté du roi, et, se levant, il alla reprendre sa place. Peu à peu la colère qui empourprait le visage du monarque se dissipa, et il dit. Embrasse-moi, prince. Pourquoi as-tu peur? Ne suis-je pas ton père bien-aimé? Vous êtes bon pour moi et je suis indigne de votre bonté, ô mon Seigneur tout-puissant et tout miséricordieux. Mais, ce qui me peine, c'est de penser que quelqu'un va mourir, et... Ah, te voilà bien, oui, te voilà bien tel que tu es. Je te reconnais à ton cœur, même quand ton esprit est souffrant, car tu es et tu restes généreux. Mais le duc s'est mis entre toi et moi, je veux choisir un autre grand maréchal qui ne trahisse point les hauts devoirs de sa charge. Rassure-toi, prince, ne fatigue pas ta pauvre tête, ne t'occupe point de cette affaire. Sire, ce n'est pas moi qui demande sa mort. Ah, que je voudrais, au contraire, qu'on lui laissât la vie. Laisse cet homme, prince, ne t'occupe pas de lui, c'est un infâme.
Viens, embrasse-moi encore, et puis retourne à tes jeux, à tes amusements. Je suis malade, je suis là, j'ai besoin de repos, va, suis ton oncle Hertford. Tu reviendras quand j'irai mieux. Tom se laissa emmener. Il avait le cœur gros. Les dernières paroles qu'il venait d'entendre étaient pour lui comme le coup de la mort. Elles lui ôtaient tout espoir d'être mis en liberté. Un sourd bourdonnement frappa de nouveau son oreille, c'étaient les voix qui répétaient, le prince. Voici le prince. Son courage s'en allait à mesure qu'il traversait les files brillantes des courtisans inclinés devant lui. Une chose était sûre, c'est qu'il était prisonnier, enfermé à jamais dans cette cage dorée, prince, soit, mais sans amis, délaissé, à moins que le ciel en sa merci n'eût pitié de lui et ne le rendît à la liberté. De quelque côté qu'il se tourna, il lui semblait voir rouler dans l'espace la tête du condamné, il apercevait le visage livide du duc de Norfolk qui attachait sur lui ses yeux courroucés. Quelle différence entre les rêves heureux d'autrefois et la réalité, triste et terrible. Tom s'instruit. Tom fut conduit dans un splendide appartement composé de plusieurs pièces en enfilade. On le fit asseoir. Il n'y consentit qu'avec répugnance, voyant qu'il y avait autour de lui des hommes d'âge et de haute distinction qui restaient debout. Il les pria de s'asseoir aussi, mais ils n'en firent rien et se confondirent en remerciements. Il insista. Alors son oncle, le comte Hertford, lui dit à l'oreille. Je vous en prie, ne les pressez point, prince. Il ne convient pas que l'on soit assis en votre présence. Lord St. John se fit annoncer. Il entra, salua, et dit. Je viens de la part du roi pour une affaire qui demande un entretien secret. Plaise à votre Altesse royale de renvoyer tous ceux qui sont ici, à l'exception de my lord le comte Hertford. Tom ne bougea point. Il paraissait ignorer ce qu'il avait à faire. Lord Hertford lui dit tout bas, que votre Altesse fasse un geste de la main et qu'elle se dispense de parler. Les assistants se retirèrent. Lord St. John reprit. Sa Majesté le roi ordonne et veut, pour de hautes et légitimes raisons d'État, que son Altesse royale fasse mystère de son infirmité par tous les moyens qui sont en son pouvoir, jusqu'à ce que le mal soit passé et qu'elle se retrouve telle qu'elle était auparavant.
En conséquence, son Altesse royale ne démentira à personne qu'elle est le vrai prince, l'héritier de la couronne d'Angleterre. Elle maintiendra et sauvegardera sa dignité de prince, en recevant, sans aucune parole ni aucune marque de protestation, les hommages et les serments d'allégeance auxquels elle a droit suivant la coutume. Elle renoncera à tout commerce avec les individus de basse extraction et de condition vile enfantés dans son esprit par les troubles malsains de son imagination surmenée. Elle s'efforcera avec diligence de repeupler sa mémoire des images auxquelles elle a été accoutumée, et si tant est qu'elle n'en ait point gardé souvenance, elle se taira, ne trahissant ni par semblant de surprise ni par aucun autre signe quelconque qu'elle a oublié. Dans les occasions de réception officielle, toutes les fois qu'il se présentera un cas perplexe où elle ne saurait comme il convient d'agir et de parler, elle ne laissera voir aucune inquiétude aux curieux qui la regardent, mais elle prendra en cette matière l'avis de Lord Hertford et de mon humble personne. Qui est charge, de par le roi, de me tenir au service et à la disposition de son Altesse royale jusqu'à ce que cet ordre soit révoqué. Tel est le bon plaisir de Sa Majesté le Roi, qui adresse ses salutations à votre Altesse royale et prie Dieu qu'il daigne en sa merci promptement vous rétablir et vous est maintenant et à jamais en sa sainte garde. Lord St. John fit une révérence et se rangea à l'écart. Tom répliqua avec résignation. Le roi a parlé. Personne n'a le droit de se soustraire par subterfuge au commandement du roi ou, s'il n'agrée point, de les accommoder à son loisir par de subtils artifices. Le roi sera obéi. Lord Hertford, qui se tenait debout derrière le siège du prince, dit avec respect. Sa Majesté le Roi ayant ordonné que votre Altesse royale s'abstienne de lecture et de travaux sérieux, peut-être il vous conviendra de passer le temps à quelque joyeuse fête, à moins qu'il ne vous lasse de prendre part au banquet et que vous n'en éprouviez quelque malaise. Tom ouvrit de grands yeux. Il ne savait ce qu'on voulait lui dire et demeurait surpris. Il rougit vivement quand il vit les regards de Lord St. John tristement fixés sur lui. La défaillance de mémoire persiste, dit l'envoyé du roi, votre Altesse royale a montré quelque étonnement, mais qu'elle ait confiance et soit sans trouble. Ceci est un état qui ne saurait durer et qui disparaîtra avec la convalescence.
Mylord Hertford a parlé du banquet de la cité auquel Sa Majesté le Roi a promis, il y a 2 mois, que Votre Altesse Royale assisterait. Tom hésita et rougit de nouveau. À ce moment on annonça Lady Elizabeth et Lady Jane Grey. Les 2 lords échangèrent un regard d'intelligence, et le comte Hertford alla rapidement soulever la portière. Quand les jeunes filles entrèrent, il s'inclina et chuchota. Je vous en prie, princesse, n'ayez pas l'air de vous douter de son état, ne vous montrez point surprise des lacunes de sa mémoire, vous serez peinée de voir comme son esprit s'égare à tout propos. Pendant ce temps, Lord St. John, qui s'était approché de Tom, lui disait à l'oreille. Plaise à votre Altesse de garder diligemment souvenir des désirs de Sa Majesté. Rappelez-vous autant que possible, ou tout au moins ayez l'air de vous rappeler. Ne leur laissez pas voir le changement qui s'est fait en vous, car vous savez combien vos nobles compagnes vous portent tendrement dans leur cœur, et combien elles seraient affligées. Votre Altesse veut-elle que je reste, que nous restions, Mylord Hertford et moi? Tom fit un geste d'assentiment et murmura une parole inintelligible. Il se décidait à accepter sa situation, à faire de son mieux pour obéir aux ordres du roi. Cependant, malgré toutes les précautions, l'entretien avec les jeunes princesses ne laissa point d'être par moments assez embarrassant. Plus d'une fois Tom fut sur le point de rester court, d'avouer ingénument qu'il n'était pas de taille à soutenir cette redoutable épreuve, mais il s'en tira toutefois, grâce au tact de Lady Elizabeth, grâce aussi à la vigilance des 2 lords qui lui venaient en aide par l'un ou l'autre mot jeté comme au hasard. Pourtant la petite Lady Jane faillit le démonter lorsqu'en se tournant gracieusement vers lui, elle demanda. Votre Altesse a-t-elle rendu aujourd'hui ses devoirs à Sa Majesté la Reine? Tom était tout décontenancé, il avait l'air malheureux, il allait balbutier n'importe quoi. Quand Lord St. John prit la parole et répondit pour lui avec l'aisance et la grâce d'un courtisan accoutumé à rencontrer les difficultés épineuses et toujours prêt à les surmonter. Assurément, my lady, dit-il, Sa Majesté la Reine a été fort sensible aux hommages de son Altesse. Tom mâchonna entre ses dents quelque chose qui pouvait au besoin passer pour une affirmation, mais il sentait qu'il glissait sur un terrain dangereux.
L'instant d'après, on fit allusion à la suspension des études du prince. Là-dessus, la petite princesse s'exclama. C'est dommage, grand dommage. Vous faisiez des progrès. Mais prenez patience, cela ne sera pas long. Vous avez tout le temps de devenir instruit comme votre père, et d'être comme lui passé maître dans la science des langues, mon bon prince. Mon père, s'écria Tom en s'oubliant tout à coup. Ah, je vous jure bien qu'il parle comme pas un port d'Angleterre, et quant à ce qu'il sait, ma foi. Il leva la tête et s'arrêta sous le regard que lui lançait Lord St. John. Il était devenu tout rouge et reprit tout bas avec tristesse, « Ah, ce mal qui m'accable, ce trouble de ma raison. Je n'ai pas eu l'intention d'offenser le roi. Nous le savons, monseigneur, dit la princesse Élisabeth en prenant la main de son frère dans les siennes et en la caressant avec respect, mais ne vous tourmentez point. Ce n'est pas votre faute. C'est votre état seul qui en est cause. Tom eut un geste de remerciement. Vous êtes bien gentil de me consoler ainsi, bonne lady, dit-il, et si j'osais, je vous dirais tout ce que mon cœur éprouve de reconnaissance pour vous. La petite Lady Jane lui jeta malicieusement une phrase en grec. Heureusement la princesse Élisabeth vit d'un coup d'œil que le trait avait dépassé le but. Elle se chargea de fournir la réplique pour le compte de Tom, et la conversation changea de sujet. Somme toute, la chose allait à bien, les écueils et les précipices devenaient moins fréquents. Tom se mettait peu à peu à l'aise, maintenant qu'il voyait tout le monde s'empresser à lui venir en aide et à réparer ses bévues. Quand la question du banquet, qui devait être donné le même soir par le Lord Mayor, revint sur le tapis, quand il apprit que les petites princesses devaient l'y accompagner, il laissa éclater toute sa joie, car il sentait qu'il n'était point dépourvu d'amis parmi cette multitude d'étrangers qu'il tremblait, une heure auparavant, de devoir accompagner. À vrai dire, les deux lords, qui faisaient office de gardiens auprès de Tom, étaient moins satisfaits que lui de la tournure qu'avait prise l'entretien. Ils étaient dans la position de quelqu'un qui doit piloter un grand navire pour le faire passer par un canal étroit et dangereux, ils étaient constamment sur le qui-vive et trouvaient que ce n'était pas un jeu d'enfant.
Aussi, lorsque la visite des princesses toucha à sa fin et qu'on annonça Lord Guilford Dudley, non seulement ils furent d'avis que leur patience avait été suffisamment mise à l'épreuve, mais ils s'avouèrent qu'ils n'étaient guère en état de ramener leur navire au point de départ pour lui faire recommencer son périlleux voyage. Ils conseillèrent donc respectueusement à Tom de s'excuser, ce qui lui allait à merveille, bien qu'il eût vu un léger nuage passer sur le front de Lady Jane quand elle entendit que l'illustre rejeton royal refusait de donner audience. Il y eut alors un moment de silence et d'attente. Tom se demandait ce qu'on allait faire. Il regarda Lord Hertford qui lui fit signe, mais il ne comprit pas. Ce fut encore la princesse Élisabeth qui le tira d'embarras avec sa grâce accoutumée. Elle fit la révérence et demanda. Votre Altesse nous donne-t-elle le droit de nous retirer? Vos seigneuries, répondit Tom, savent bien que leur désir règle ma volonté et qu'il me serait agréable de leur donner tout ce qui est en mon pouvoir pour n'être point privé du plaisir et du bonheur que me procure leur présence ici. Mon cœur est avec vous, princesse, et ma pensée vous suit. Dieu vous ait en sa sainte garde. Un sourire accompagna la fin de cette tirade, à laquelle il ajouta mentalement, ce n'est pas pour rien que j'ai vécu parmi les princes dans mes rêves et mes livres, et que j'ai façonné ma langue à leur parler mielleux et doré. Quand les deux illustres princesses furent parties, Tom se tourna vers Lord St. John et dit avec lassitude. Vos seigneuries voudront bien m'accorder la permission de m'en aller dans un coin pour me reposer. C'est à votre Altesse de commander, répondit Lord Hertford, à nous d'obéir. Votre désir de prendre du repos est d'autant plus légitime que votre Altesse doit aujourd'hui se rendre à la cité. Il donna un coup de sonnette. Un page apparut et reçut l'ordre de mander Sir William Herbert. Ce gentilhomme se présenta aussitôt et conduisit Tom dans un autre appartement. Le premier mouvement de Tom fut d'étendre la main pour se verser de l'eau, mais un serviteur habillé de velours et de soie le prévint, mit un genou en terre et lui présenta la coupe sur un plateau en or massif. Tom la vida et s'assit. Il voulut tirer ses brodequins. Un autre serviteur, également vêtu de velours et de soie, s'agenouilla à ses pieds pour l'en empêcher.
2 ou 3 fois il essaya de se déchausser lui-même, peine inutile, le serviteur devançait chacune de ses intentions. À la fin il se laissa faire et, poussant un soupir de résignation, il murmura, si ça continue, ils vont m'offrir de respirer pour moi. On lui avait mis des pantoufles, on l'avait enveloppé dans une superbe robe de chambre, et on l'avait couché. Il ne dormit pas. Il avait la tête trop pleine de pensées, et la chambre était d'ailleurs trop pleine de gens. Il ne pouvait chasser les unes qui s'obstinaient à envahir son cerveau. Il ne savait comment renvoyer les autres qui s'obstinaient, eux aussi, à l'obséder, à son grand dépit et au leur. Après le départ de Tom, les deux lords étaient restés seuls. Ils s'interrogèrent quelque temps du regard, hochant la tête et arpentant le parquet, puis Lord St. John demanda. Franchement, que pensez-vous de tout ceci? Le roi n'en a plus pour longtemps, mon neveu est fou, il sera fou quand il montera sur le trône et restera fou. Dieu protège l'Angleterre, elle en aura bien besoin. Vraiment, sont cela vos prévisions, mais, ne vous trompez-vous point sur. Lord St. John balbutia, hésita, et finit par prendre le parti de se taire. Il se sentait évidemment sur un terrain délicat. Lord Hertford fit un pas vers lui, le regarda dans le blanc des yeux, puis d'une voix brève. Parlez vite, dit-il, personne ne peut nous entendre ici. Vous dites que je me trompe. J'ai certainement une grande répugnance à prononcer la parole que j'ai sur les lèvres, et cela devant vous, my lord, qui êtes si proche parent de son Altesse royale. Mais je vous supplie de me pardonner mon langage s'il pouvait vous offenser. Ne vous semble-t-il point étrange, my lord, que sa maladie ait pu changer si complètement sa tournure et ses manières, non que cette tournure et ses manières aient cessé d'être celles d'un prince, mais elles sont, sur des riens, il est vrai, si différentes de celles que nous avions coutume d'admirer en lui. Ne vous semble-t-il point étrange que sa folie ait effacé de sa mémoire jusqu'au trait même de son père, lui ait fait oublier les devoirs et les hommages auxquels il a droit de la part de ceux qui l'entourent, et, tout en lui laissant la connaissance du latin, lui ait ôté toute notion du grec et du français. My lord, excusez-moi, mais l'incertitude, le doute, je vous serais bien reconnaissant de m'exprimer toute votre pensée. N'a-t-il pas dit qu'il n'est pas le prince, si?
Prenez garde, my lord, vous commettez un crime de haute trahison. Vous oubliez les ordres du roi. Vous me rendez votre complice en m'obligeant à vous écouter. Lord St. John pâlit. C'est vrai, dit-il vivement, je me suis laissé prendre en flagrant délit, je l'avoue. Mais ne me livrez point, je vous en supplie, que votre seigneurie me fasse grâce, je jure de ne plus parler de ceci, de n'y plus penser. Votre seigneurie tient ma vie en son pouvoir, un mot d'elle peut me perdre. Tranquillisez-vous, my lord. Votre sincère repentir vous donne droit au pardon. Si vous ne retombez point dans une faute aussi grave, ici ou ailleurs, j'oublierai ce que je viens d'entendre. Mais bannissez vos soupçons criminels. Le prince est fils de ma sœur, sa voix, sa physionomie ne me sont-elles point connues depuis sa naissance? Vous vous demandez si la folie peut produire les terribles effets dont vous êtes témoin. Chassez donc ces pensées coupables, mon cher lord. Le prince qui vient de sortir d'ici est bien le vrai prince, qui le connaît mieux que moi. Il sera bientôt notre maître. Souvenez-vous-en, my lord, et craignez que vos folles suppositions, si vous y persistiez jamais, ne tournent contre vous. Lord St. John se répandit en protestations, il s'était manifestement laissé égarer par les apparences, mais sa conviction était maintenant raffermie, il croyait sincèrement, franchement, fermement à l'identité du prince. Lord Hertford, ému de son trouble, le rassura, lui promit le silence le plus absolu, et le congédia amicalement. Alors l'oncle du prince s'abîma lui-même dans de profondes réflexions. Plus il pensait, plus il était anxieux. Les mains derrière le dos, la tête baissée, il arpentait le parquet. Saint John est insensé, murmura-t-il en se parlant à lui-même. Il n'est pas possible qu'il ne soit pas le prince. Comment? Il y aurait dans un même pays, dans une même ville, deux enfants du même âge, aussi exactement ressemblants, aussi égaux l'un à l'autre en toutes choses, plus égaux même que ne le seraient deux jumeaux. Et en supposant qu'il en pût être ainsi, par quel miracle l'un d'eux aurait-il pris la place de l'autre, ici, dans ce palais, en plein jour, sous nos yeux? Non, non, cela n'est pas, cela ne saurait être, Saint John est insensé, halluciné.
Il s'était arrêté un moment et demeurait absorbé. Admettons, reprit-il, que nous ayons affaire à un imposteur, qu'il ait pris habilement le nom et les qualités du prince. Cela s'est vu après tout, cela serait naturel, cela se comprendrait à la rigueur. Mais a-t-on jamais vu un imposteur qui, déclaré prince par le roi, déclaré prince par la cour, déclaré prince par tout le monde, soit venu dire, non, je ne suis pas le prince, et ait refusé de recevoir le serment d'allégeance? Non, par l'âme de saint Suisine, non. Cela n'est pas possible. Il est le prince, le vrai prince, mais, et là. Il est fou.